petit peu. Allez, attaque. Allez, ça va. Allez. Bon, déjà, donc, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on a quand même 2 invités de marque, Luc Alphand et Gauthier de Tessière. Merci à vous 2, messieurs, d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est très chaleureux de votre part et ça nous fait vraiment énormément plaisir. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Eh ben, bonsoir à tous. Alors, bonsoir Gauthier. Moi, je suis ravi. Salut mon Salut Gauthier. Lucio, mais je le vois pas. Le Lucio, il est caché, donc Alors, je le vois pas. On va faire Alors, ça. on peut dire à l'administrateur là qui me mette aussi en fenêtre là, Gauthier. Plus sympa. Ouais. Ah, vous voyez pas? Non. Hop là, je suis en train de faire ça, bougez pas. Est-ce que ça fait un par un ou ça vous met tout le monde en évidence? Hop. Ton micro est coupé, Luc. Réactivation du micro. Je suis là. Est-ce que vous apercevez tout le monde là ou pas du tout? Ou pas du tout. Ah voilà, Baptiste, on te voit. Alors, est-ce que vous êtes comment? Et moi, vous me voyez ou pas? Enfin, Lou. Pour moi, c'est tout bon. C'est tout bon. Moi, je vous vois tous aussi, c'est super. Parfait. Bon. Voilà, donc on en était à bonjour à tous, merci d'être là. Ça. Je suis vraiment très heureux de vous avoir et je te laisse continuer, Baptiste. Donc, première conférence pour nous sur ce sujet, donc on est quand même très heureux. Comment ça va se procéder? On va commencer par faire un rapide retour sur votre carrière sportive avant d'aborder un petit peu votre vie depuis et donc votre reconversion. Donc Gauthier, on va commencer par toi. Donc tu as 2 médailles mondiales. Tu as été champion du monde par équipe en 2011. Tu as été vice-champion du monde de Super G en 2013. Tu as également donc 5 victoires en Coupe du Monde. Donc ça c'est sympa, mais non. Ah. J'ai pas 5 victoires en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe. Je pense que tu as eu en Coupe d'Europe. C'est légèrement de ma part. Effectivement. Un podium en Coupe du Monde à Val d'Isère. Ouais. Voilà. Bah oui, tu veux que je rebondisse? Alors déjà, merci déjà de m'inviter. Je suis très heureux aussi d'accompagner Luc parce que comme vous le savez, Luc, c'est quand même un de nos plus grands champions et je l'ai toujours beaucoup admiré. Je suis très heureux d'être avec lui ce soir. Je suis très heureux aussi de travailler régulièrement, même si on est un petit peu concurrent d'une certaine manière. Je suis très heureux toujours d'être à ses côtés et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est vrai que pour revenir sur ma carrière sportive, elle est moins… Gauthier, on va juste enchaîner. On va en parler un tout petit peu à plus tard, mais on y arrive. Ok. Donc c'est bon, t'as fini, Baptiste? On est tout bon? Ok. Donc quant à toi, Luc, toi, tu as fait une double carrière sportive, donc en tant que skieur et pilote. Ton palmarès en ski alpin, c'est l'un des plus beaux que le ski français ait connu. Donc pour rappel, tu étais vainqueur du Globe de Cristal de la descente 3 années de suite, en 95, 96, 97. Tu es également vainqueur du classement de Super G en 97 aussi. Tu es médaillé de bronze au championnat du monde de descente. Tu as 12 victoires en Coupe du Monde et 23 podiums. Mais Luc Alphand, c'est aussi du rallye. Tu es vainqueur du Dakar en 2006 et sur Mitsubishi avec ton copilote Gilles Picard et deuxième en 2005 et 2007. Donc, c'est plutôt impressionnant. Donc on peut dire que certains te connaissent plus comme un pilote que skieur ou inversement. D'ailleurs, il paraît, j'ai entendu dire qu'il y avait un enfant à Serre-Chevalier, donc ta station de naissance. Un jour, tu as dit, dis donc, Luc, tu skis plutôt bien pour un pilote. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ta notoriété, elle a été dans les 2 disciplines. Donc voilà, donc on a choisi de vous rassembler tous les 2 ce soir parce que vous êtes tous les 2 des grands champions, avec mais quand même un type de carrière très différent. Vous restez chacun des figures emblématiques, notamment avec la télévision, Eurosport, votre présence en tant que commentateur. Donc vous imaginez bien que pour nous, jeunes étudiants, c'est un petit peu stressant, un petit peu beaucoup de pression de poser des questions à 2 personnes comme vous. Donc voilà, on espère que ça va aller et que vous allez être plutôt indulgents avec nous. Bonsoir à tous.
C'est vrai, moi je suis content aussi de partager ce moment avec vous, d'abord parce que c'est important. Quand on parle de reconversion, il y a pas mal de formations et on verra avec Gauthier que quand on est skieur, c'est pas facile quand même de préparer, j'allais dire, son après-carrière parce qu'on est vraiment focalisé sur le ski et le ski, il faut aller chercher la neige en Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est toujours compliqué d'avoir un endroit où on peut continuer ses études supérieures. Et généralement, facilement, on peut aller jusqu'au bac et après, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'avec Gauthier, on a exactement les mêmes racines, les mêmes parcours. Et j'allais dire, hormis pour moi la parenthèse automobile, voilà, maintenant on est tous les deux consultants à la télévision. Lui pour Eurosport, moi pour le groupe France Télévisions. Mais du coup, j'allais dire, c'est des chemins parallèles. Et c'est vrai qu'on partage pas mal de choses. On se voit sur le terrain quand on se croise sur les courses. Alors, France Télé, on ne fait pas toutes les courses, mais en tout cas les Jeux ou les championnats du monde. Et c'est vrai qu'une carrière, elle est longue, mais en même temps, elle est courte. Parce que si on veut parler de reconversion, il faut parler d'abord de quand on commence le ski. Alors vous, il y en a beaucoup qui ont skié aussi à haut niveau, là, nous aussi, comme toi. C'est compliqué, on commence, on a 2-3 ans, on rentre au club à 7-8 ans, après on rentre au comité régional si ça se passe bien, après peut-être dans les groupes nationaux, et après dans les groupes nationaux, il faut essayer d'accéder à la Coupe du Monde, et puis après là-dessus, c'est là que commence la guerre pour essayer de se forger un palmarès et continuer à courir. Oui. Mais Luc, on est obligé de te couper. En fait, on sait que votre temps, il est assez précieux, donc on ne veut pas éterniser non plus la conférence trop longtemps. Donc c'est super, vous participez vraiment trop bien. Et donc on va juste enchaîner. Baptiste, il va commencer du coup à vous poser des questions. On en a tellement qu'on a peur de ne pas avoir de temps en fait. Voilà. Merci Lou. Mais c'est vrai, donc on vous a préparé en fait quelques questions pour dérouler un petit peu donc le fil de cette reconversion. Vous allez pouvoir interagir du coup entre vous en fonction déjà des questions qu'on va vous poser et tout ça. On a trouvé important de commencer donc déjà sur la carrière sportive avant de parler de reconversion pour poser un petit peu les bases si vous voulez. Et donc on peut commencer éventuellement donc par toi Luc en parlant donc de sport, que ce soit dans le rallye, dans le ski, dans les autres sports où tu as concouru pardon. Est-ce qu'il y a éventuellement une victoire ou une course qui t'a peut-être apporté le plus d'émotions et dont tu te souviens vraiment, même aujourd'hui, dont tu as le plaisir de raconter quoi. Vous savez, je viens de le dire, c'est long, hein, une carrière. Et moi, je fais partie je suis pas le plus hyper doué, et donc j'ai quand même gagné sur le tard hein, en ski alpin. J'ai fait 13 saisons en Coupe du Monde et j'ai gagné, enfin j'ai eu 3 super saisons. Et heureusement, donc, mais j'ai eu 10 ans de galère quand même avant, avec des bons résultats, des moins bons et beaucoup de blessures. C'est ça qui me freinait à chaque fois. Mais bon, j'ai gagné ma première course pour parler de moments d'émotion et qu'on ne peut pas oublier toute sa vie. Moi, je suis descendeur et je gagne ma première course à Kitzbühel, qui est le berceau, le noyau de la descente et surtout en Autriche, donc, qui est le pays du ski alpin. Donc, quand on gagne une course à Kitzbühel et en plus sa première course, c'est juste énorme au niveau, j'allais dire, au niveau émotion, au niveau retour, parce que toutes ces blessures, tous ces sacrifices, tous ces entraînements que tu fais et ces frustrations et les blâmes que tu prends pendant toutes ces années, le retour, il est juste là, énorme d'un coup. Et en plus, ce jour-là, donc, je gagne la deuxième descente, il y en avait une deuxième, donc c'était juste des jours que tu ne peux pas oublier toute ta vie, exactement, parce que pour une fois, parce que quand tu galères longtemps dans une carrière, tu te dis un jour, j'aimerais bien au moins toucher une fois le sommet de ce que je fais depuis tout petit. Et c'est même si je ne m'appelle pas, à l'époque, je courais avec Zurbriggen, pour ceux qui savent, avec Girardelli, etc. Ben, peut-être que je ne suis pas aussi doué qu'eux, mais j'aimerais bien au moins gagner une fois dans ma discipline ou dans mon sport pour pas finir, je vais dire, frustré. Et ce n'est pas donné à tout le monde hein, de faire des carrières. Il y a beaucoup de coureurs qui font des carrières de 10 ans en Coupe du Monde et qui sont proches de la victoire, etc., mais qui n'y arrivent pas à toucher ce grade. Donc des journées comme ça, bien sûr qu'on ne peut pas les oublier. Et puis en plus, ça a été le début d'une super histoire donc pendant 3 ans. Et après, bien sûr, je gagne le Dakar au Lac Rose au Sénégal. Et après ça, tu le partages avec ton copilote. C'est encore des émotions qui sont énormes, énormes. Ah bah, c'est sûr que quand tu commences un sport, tu as envie d'arriver au sommet de la montagne et devenir le meilleur. C'est incroyable que ça ait pu t'arriver. Et donc maintenant, pour beaucoup, tu es un exemple, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton petit discours.
Donc maintenant, je vais passer à Gauthier. Quel est le souvenir le plus fort de ta carrière sportive, toi? Moi, j'ai eu moins de victoires que Lucho, évidemment. C'est finalement une carrière assez similaire en termes d'abnégation et il parlait d'une certaine saveur aussi sur ces dernières saisons. Moi aussi, j'ai eu des années galères, beaucoup de frustration et je me disais que j'allais jamais y arriver. Puis j'ai eu aussi trois bonnes saisons, pas super saisons, mais on va dire 3 bonnes saisons où j'étais en tout cas à mon meilleur niveau. J'avais le meilleur matériel possible au pied. Et donc, j'ai eu la chance, l'opportunité, la réussite, on peut prendre plein de termes, mais de faire une médaille au championnat du monde en 2013. Et voilà, je pense que c'était pour moi la plus belle journée de ski, comme je dis souvent. C'est la plus belle journée de ma vie de ski. Tout fonctionnait parfaitement, tout était les étoiles, enfin tout fonctionnait à merveille. C'était juste incroyable. Et j'ai pu avoir cette médaille d'argent. J'ai pas touché le Graal complètement, mais pour moi, une médaille, c'était finalement le Graal. Et voilà, c'était en plus une histoire un peu dingue. J'étais pas sélectionné. Enfin, le sélectionneur m'avait finalement pas invité au dernier moment, alors que je faisais un super début de saison, mais j'étais en méforme au mois de janvier. Et puis, il m'appelle 3 jours avant et je me retrouve à Schladming, vraiment dans le aussi, encore une fois, c'est un petit peu comme Kitzbühel, c'est un petit peu le noyau dur vraiment du ski alpin avec 40, 50 000 personnes dans le public. Donc, c'était fort de faire cette médaille d'argent là, avec ce scénario-là. C'est vrai que les Euh, circonstances sont assez incroyables, hein. Tu étais même l'histo- sélectionné à la base et puis Mm. tu te retrouves sur la course et tu fais un podium. Donc là, c'est incroyable quand même. Bah, c'est ce que Lucho aussi parlait, d'une certaine saveur quand on est frustré, quand on sent qu'on y est presque, et puis finalement, on n'arrive pas à l'atteindre. Et ce jour-là, vraiment, tout a fonctionné à merveille. Et je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité-là. Est-ce que ça reflétait vraiment mon niveau? Ce jour-là, oui. Sur cette piste-là, oui. Mais voilà, j'étais quand même plus habitué, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon meilleur classement, c'était 11e mondial en géant ou 11e mondial en super G. Donc, j'étais pas forcément un des gros outsiders du jour. Mais voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'être vice-champion du monde et j'en suis super fier. C'est un vrai bonheur et je peux me retourner sur ma carrière, me dire oui, j'ai beaucoup de regrets, j'aurais pu faire mieux à certains moments, mais j'ai cette chance-là d'avoir une médaille. Effectivement. C'est sûr, voilà. Donc, comme tu le disais, il y a des jours où il y a justement tout qui s'aligne. On est là, on se dit, waouh, il y a tout qui marche aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu comme sur un nuage. Et après, c'est vrai que enfin, vous, les deux, voilà, vous parliez un petit peu. Donc, dans le sport, c'est vrai qu'on retrouve des moments de frustration. Il y a des moments un petit peu plus durs. Et donc, c'est vrai. Donc, est-ce que Gauthier, enfin, on peut parler de ça. Est-ce que il y a eu un moment peut-être où dans ta carrière, tu t'es dit, ben, tiens, là, c'est dur, un moment qui a été dur, où il a fallu ben, rebondir et repartir de l'avant et qui a pu te marquer et te forger, justement. Les blessures te forgent, hein, ça dépend un petit peu comment on réagit aux blessures. Il y a des fois, on a vraiment envie de jeter l'éponge. Moi, j'ai eu 2 genoux, donc deux ruptures du ligament croisé en fin de saison. Ça a toujours été très difficile de rebondir, mais bon, pas quelque chose d'impossible. Et puis, à l'époque, c'était quand même des opérations qui fonctionnaient bien, donc je suis revenu assez vite. Et puis, j'ai eu une autre désillusion, c'était au jeu de 2010 où je suis arrivé blessé et vraiment très faible. Et je me souviens de ce moment un peu de honte de représenter la France et d'être aussi mauvais, de ne pas avoir la capacité d'être bon. Et je crois que ça, c'est le moment finalement peut-être le plus dur de ma carrière qui m'a fait vraiment réagir et me dire poser les bonnes questions pour réussir. C'est à ce moment-là vraiment que je pense que j'ai eu la chance de remonter la pente finalement à ce moment-là, des nouveaux coachs, j'ai fait un nouveau choix de matériel, tout un nouvel environnement qui a fait que je suis reparti sur des bases plus saines et plus performantes, plus mûres aussi. Et toutes ces étapes finalement m'ont forgé. Mais ce moment-là des Jeux Olympiques de 2010, ça a été une vraie prise de conscience et ce qui m'a permis derrière de faire 3 bonnes saisons. Et c'est dans ces moments-là, je trouve qu'on rebondit. Chaque athlète a un profil. Il y en a qui se construisent un peu plus dans le dur. Et, euh, et moi, voilà, moi, c'était un petit peu laborieux, mais au bout du compte, je suis quand même content d'avoir bien fini. D'accord. Euh, Toi, Luc, du coup? Eh ben, c'est marrant parce qu'en écoutant Gauthier, il y a tellement de parallèles. Moi, j'ai vécu exactement la même chose que Gauthier au super géant des Jeux de 92 à Albertville, où je suis arrivé blessé, pas en forme. Et puis, c'était trop tard pour remplacer
et mettre un quatrième, c'était Alain Feutrier, peut-être qui devait le faire à ma place, et avoir ce sentiment de honte et vouloir être une petite souris et se cacher à des moments-là, parce que quand c'est les Jeux Olympiques, tout le monde vous regarde, surtout en France, alors c'est encore plus exposé. Et voilà, ce jour-là, je l'ai connu aussi comme Gauthier, le jour de honte où tu n'as plus envie d'être là. Et bon, ça a été une belle histoire parce que Franck Picard, pas sur cette course-là, mais en tout cas sur la descente, fait une médaille. Et puis ça a été un super souvenir de faire les Jeux en France. Mais pour revenir sur les frustrations et les blessures et les déceptions, regardez le nombre de courses qu'a fait Gauthier ou le nombre de courses que j'ai fait moi. Et dans le sport, on prend beaucoup plus de tartes dans la gueule, et en termes de résultats, de blessures, etc., qu'on a de succès. Et la partie, elle est infime au nombre de courses, ou alors pas tout le monde s'appelle Marcel Hirscher pour mettre la barre tellement haut que ça devient impossible. Mais toutes ces frustrations font la nature même du sport de haut niveau. C'est dur, mais on supporte le travail, les sacrifices, seulement avec une passion, alors j'allais dire une passion énorme et un amour de ce qu'on fait qui est juste, j'allais dire plus qu'obligatoire, mais il doit être démultiplié, et surtout par beaucoup de boulot. Parce que derrière tout ça, derrière chaque performance, il y a beaucoup de boulot. Donc il faut bosser, même si on est doué ou machin. Donc il faut rappeler aux gens que voilà, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts et que derrière, il faut s'engager, il faut se donner les moyens. Et quoi que vous fassiez, C'est sûr, voilà, c'est ce qu'on dit, quoi. Le travail ouais. paie tout simplement, et donc il faut savoir rebondir et se relever. Donc, Se relever, et aussi, je pense que Lucho a eu cette particularité-là aussi, et aussi faire des choix dans ces moments-là. C'est pas juste de se dire je serre les dents et j'y vais en force. Non, c'est d'avoir une réflexion, de se dire pourquoi est-ce que j'ai été mauvais, pourquoi est-ce que je suis tombé, pourquoi est-ce que c'est les autres qui gagnent, qu'est-ce qui fait que les autres gagnent et pourquoi moi je ne peux pas gagner et comment je vais gagner. C'est cette réflexion-là aussi, ces moments difficiles, il faut avoir une certaine, soit être très bien accompagné, soit avoir une certaine intelligence de se dire comment moi est-ce que je peux gagner ou être le meilleur en tout cas. Merci beaucoup pour vos témoignages, c'était très intéressant. Donc Baptiste, il va enchaîner, on va rentrer dans le vif du sujet, donc je te laisse. C'est ça, donc comme on l'a dit, donc le vif du sujet en quelque sorte, c'est quand même la reconversion. Mais du coup, donc qui dit reconversion en soi dit donc arrêt de quelque chose. Donc Luc, si on part sur toi, on peut dire que tu as arrêté donc au sommet de ta gloire en ski, justement après donc la victoire du Gros Globe. Pourquoi avoir choisi de repartir presque immédiatement dans une autre discipline qui, elle, était aussi très compétitive? Donc tu ressentais peut-être le besoin de compétition, peut-être quelque chose de renouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cela? Oh, il y a un petit peu de… Oui, alors déjà sur l'arrêt de ma carrière. On vient d'en parler, j'ai été souvent blessé et j'ai connu le succès sur la fin. Mais c'est pour ça que je me disais, pour arrêter, la meilleure porte de sortie pour moi, ça va être mes résultats. Et le palmarès, c'est l'image que tu donnes aux gens, etc. Et personnellement, quand j'ai gagné le Globe au général, alors moi, j'ai pas eu le même parcours que Alexis Pinturo qui vient de le gagner cette année et qui, lui, le prépare depuis 5-6 ans en mettant beaucoup de boulot, etc. Moi, je dis pas que j'ai eu un gros coup de cul et que machin, mais j'ai été très bon dans 2 disciplines parce que je faisais que de la descente du Super G et je bénéficie un peu de conditions. Voilà, c'est là la partie de chance ou de succès pour arriver à gagner ce gros Globe. Mais au bout d'un moment, je me dis, bon, je suis premier mondial et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux là-dessus? Il y avait le challenge olympique de Nagano, peut-être essayer de gagner ou faire une médaille aux Jeux. Et puis, il y avait peut-être essayer de continuer à gagner en descente. Mais je me suis dit, je crois que j'étais assez blessé. J'ai fait le tour de mon sport. J'ai pris le temps de la réflexion. J'ai annoncé au mois de juin que j'arrêtais ma carrière en ayant un visu avec mes partenaires de 3 ans de marketing, de communication, etc. Donc, ça avait déjà, quand tu sais que tu arrêtes et que tu as déjà une vision à 3 ans, tu te dis, voilà, ça c'est bien. Derrière, moi, j'arrête mon sport. Je suis vraiment bien avec moi-même. Je suis super content. Et voilà, par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que Baptiste, tu disais, est-ce que, voilà, moi, maintenant, pourquoi j'ai fait de la bagnole aussi vite? Mais ouais, je savais même pas que j'allais faire de la voiture. C'est ça, c'est la notoriété qui ouvre des portes et des opportunités.
Alors, à toi de les saisir, à toi d'essayer de te construire. Donc, j'ai fait de l'automobile au début, même la dernière année où je courais Oui. et la première après, en tâtonnant beaucoup de disciplines, en faisant des courses sur glace à l'Andros, sur le circuit, là. Et nous, on a décidé au mois de fin août qu'on partait au Dakar. Je ne savais même pas. Pour moi, le Dakar, j'en ai fait 11 en concurrent. Je ne savais même pas, début septembre, que j'allais partir. On a fait une soirée un peu arrosée au circuit du Castellet. On a tapé sur la table, on part au Dakar. Comme quoi, si on a des rêves et des envies comme ça, il y a des choses qui peuvent se réaliser. Et puis au bout de 11 Dakar, et ben, finalement, on est arrivé à le gagner, etc. En mettant en place, pareil, encore une fois, du travail, parce qu'il a fallu que je crée ma société, que je trouve des partenaires, que je m'organise. Donc c'était une autre sorte de travail qui est plus, j'allais dire, un travail de chef d'entreprise, etc. Trouver des partenaires. Et après, j'ai mis en place avec ma gymnastique de sportif de haut niveau, en étant curieux, en apprenant, parce que quand tu commences une discipline à zéro, ben, tu es obligé de te former et d'apprendre. Et jusqu'à un moment où tu gagnes le Dakar. Et là, tu te dis, je rêve, parce que bon, c'est quand même une autre discipline, c'est un autre milieu. Tu te bats avec des gars qui sont champions du monde de rallye, etc. Parce que Gauthier, comme tout le monde, on est tous descendeurs, on a la fibre, on a l'adrénaline dans nos veines. Et donc, on est obligé, c'est quelque chose qui nous manquait. Ça, c'est quand j'ai arrêté la descente, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va me faire triper maintenant au niveau sensation, etc. Et c'est les sensations qui allaient me manquer. C'est pas, j'allais dire, le sport à tout prix et la victoire à tout prix et les résultats à tout prix. Parce que le haut niveau, ça prend la tête. Et quand tu viens de faire 15 ans de haut niveau, tu te dis, tu as envie de respirer en faisant autre chose et pas de te mettre voilà, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant que tu es obligé de faire des résultats. Sauf que, voilà, moi, j'ai mis la main dedans. Après, ça m'a pris le bras et qu'à la fin, j'avais un contrat à usine avec des Japonais chez Mitsubishi et avec l'obligation de faire des résultats et de gagner. Donc, je suis retombé dans la même chose, mais ça s'est fait naturellement, quoi. Ah non, c'est sûr. C'est ça, comme tu disais, c'est des opportunités qui, en fait, peut-être t'arrives sur la tête, entre guillemets, tu dis, bah, tiens, sûr, pourquoi pas tenter ça. Et une fois que tu as cette envie de compétition, hein, comme tu disais, tu veux forcément réussir quand tu penses quelque chose, et c'est sûr que ça. Toujours Et cette. alors, toi Gauthier, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est dessiné? Est-ce que voilà, il y avait des opportunités? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Enfin, parle-nous un peu de comment ça s'est passé, la fin de ta carrière, quoi. Bah, c'est un petit peu similaire à Luc aussi. J'avais une envie d'avoir une sortie, on va dire, heureuse, de ne pas finir vraiment dans les fins fonds du tableau aussi. Moi, physiquement, j'étais quand même plutôt bien amoché aussi. J'avais un genou très douloureux. Est-ce que cet environnement… Ah, il y a ton micro qui est coupé, Gauthier, là. Gauthier. Ah bah alors, j'avais rien touché. J'y retourne, vous m'avez pas entendu. Je disais, c'est similaire à Luc finalement. J'avais envie aussi d'une porte de sortie heureuse, de faire mes propres choix et que ce soit pas, on va dire, mon classement ou les coachs de l'équipe de France qui veuillent me sortir de l'équipe. Je pense que 2013, voilà, c'était aussi c'était un petit peu le Graal pour moi et derrière, eh ben, je me disais, voilà, j'ai peut-être pas envie de retomber, j'ai pas envie de me refaire mal. Est-ce que j'ai pas envie d'une vie normale? Donc j'avais toutes ces questions-là. J'avais la chance aussi, après ma médaille, d'avoir re-signé avec des partenaires qui me permettaient de faire des choses sympas, de prendre le temps de réfléchir. J'avais aussi une éducation très tournée, très scolaire. Mes parents ne connaissent pas le sport de haut niveau et du coup, j'ai toujours grandi pas vraiment dans l'esprit sport de haut niveau, mais plutôt de construire une carrière, une éducation, une scolarité. Donc, j'avais ce besoin de me dire, je vais profiter des opportunités, mais je vais quand même penser aussi à l'avenir, sachant que physiquement, bah voilà, je commence à être vraiment juste. Le ski est un sport hyper exigeant. Et c'est le moment pour moi d'aller vivre une vie plus normale, de profiter de ces opportunités. J'ai eu la chance aussi d'avoir une proposition d'Eurosport. Je l'ai saisi, voilà, c'est vrai qu'il y avait un gros manque d'adrénaline, effectivement, comme parlait Luc tout à l'heure, ce manque de compétition, d'être au départ, mais j'avais plus envie de vivre aussi ces 6 mois de préparation, de voyage, de vie de groupe. Je pense que j'avais fait mon temps. J'avais envie d'une autre expérience. Voilà, j'avais pas les titres pour me permettre de faire tout ce que je voulais. Mais voilà, être consultant Eurosport, c'était un souhait. Me reconvertir, refaire des études, c'était un souhait.
avoir une famille. J'ai rencontré ma femme aussi en 2012, donc c'était un moment, c'était une charnière aussi pour moi dans ma vie et c'était un moment de prendre une autre direction. Donc il y a parfois des petits regrets, mais la vie normale est belle aussi. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas rester champion toute sa vie, on est obligé de se réinventer, comme on dit. Et toi, Luc aussi, je vais rebondir sur quand il dit qu'il est commentateur sur Eurosport. Toi aussi, tu es commentateur pour France Télévisions, pour le ski et le Dakar. Et alors, ça, les opportunités, elles sont venues comment? Du coup, la notoriété, comme tu as pu le dire tout à l'heure, mais et comment ça s'est passé exactement? Et qu'est-ce que tu aimes bien dans cette activité? Est-ce que c'est le contact avec les coureurs, l'ambiance des compétitions? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est plein de choses. Alors moi, je vais vous raconter le début de l'histoire. Le jour où j'annonce donc ma fin de carrière en ski alpin, c'était avec Patrick Naff, donc qui avait géré ça un tout petit peu au niveau communication. Patrick Naff était avec France Télévisions, et donc on organise à Roland-Garros pendant le tournoi de tennis une petite conf, voilà, pour annoncer que j'arrêtais. Et tout de suite après, donc il me propose, il y avait les Jeux de Nagano juste derrière. Il dit voilà, nous France Télévisions, on cherche un consultant, t'as qu'à nous rejoindre. Et voilà. Et moi j'ai commencé donc, c'était pas vraiment construit, encore une fois, et, euh, et je suis arrivé à Nagano parce que l'histoire elle est belle. Et là, notre chef à l'époque nous dit bah, tu vas commenter ce soir la cérémonie d'ouverture avec Pierre Fula. Pour ceux qui se rappellent, Pierre Fula, c'est ici Nagano. La fameuse phrase, donc il faisait toujours mauvais, etc. Mais moi, ma première expérience donc, de consultant télévisuel, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où j'avais absolument rien à dire. Et il me donnait des coups de coude, il dit mais vas-y, vas-y. Et moi, je voyais arriver les Sumotori et tous les. Enfin, bref. Et ça a été ma première expérience. Et après, parler de sport, c'est plus facile parce que quand on est consultant, on n'a pas à mettre l'ambiance dans une cabine. On parle de quelque chose qu'on connaît. En plus, bon, quand on vient juste d'arrêter, on connaît tous les coureurs. On est encore, j'allais dire, tellement dans le moule que c'est facile de parler de défauts techniques, de connaissances, d'anecdotes avec les coureurs, etc. Et donc voilà, j'ai commencé en 98 en parallèle de tout ce que je faisais avec l'automobile encore et les partenaires. Donc, c'était pas mal actif à cette époque-là. Et depuis, bah, j'ai fait tous les jeux, donc tous les championnats du monde. Donc, j'ai commenté la médaille Gauthier aussi, et entre autres. Et j'ai vécu, non, mais je dis ça parce que mon plaisir, il est comme le vôtre, en fait. Maintenant, quand je commente ou quand je regarde les courses, j'allais dire mon plaisir de franchouillard, chauvin, etc. Et il passe par la réussite des athlètes français. Et moi, je suis tellement ravi. J'ai commenté le doublé de Jean-Pierre Vidal avec Bastoun, la victoire de Carole Montillet, de Régine Cavagnou, de JP Grange et tant d'autres, et d'Antoine de Neria. Et pour moi, c'est des souvenirs qui sont tellement qui sont bons parce que je suis là, je le vis, et ça me permet donc, comme Gauthier, de rester vraiment en contact avec le sport auquel j'appartiens, parce que moi je me considère toujours comme un montagnard et j'appartiens au ski alpin, et d'y retourner vraiment sans arrière-pensée et avec beaucoup de plaisir. Et on a fait avec Gauthier, voilà, encore des championnats du monde cette année à Cortina d'Ampezzo, qui était magnifique, malheureusement à huis clos, mais qui étaient des beaux championnats du monde. Et puis on échange, voilà, quand on a besoin d'infos, on s'appelle, quand voilà, on fait le même boulot. Donc, et moi je trouve que c'est bien de rester quand même dans le milieu. Bon, en plus, moi j'ai mes gamins qui courent, alors des fois comme ça me permet de les voir, des fois, pas tout le temps. Et de les engueuler. Aussi. Et surtout de les engueuler. Voilà. Et moi, j'aimerais bien rebondir, Gauthier. Donc, toi, tu es devenu présentateur vedette du Chalet Club sur Eurosport. Donc, on imagine que tu aimes bien cette activité, mais ça t'a pas empêché pour autant d'intégrer la team Greenwiz, qui, pour un petit rappel et pour ceux qui ne savent pas, c'est la vente de produits bio à distance. Alors, comment est-ce que tu arrives à gérer ces deux activités et est-ce que c'est difficile pour toi? Déjà, un petit mot par rapport à Eurosport. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, en fait. C'était en moi, c'est une passion énorme. D'écouter les autres commenter les courses, ça me démangeait. J'ai eu beaucoup de chance qu'Alexandre Pasteur, à l'époque, me fasse faire un essai. Je l'ai fait même gratuitement, je crois. Enfin, vraiment, mon but, c'était de leur montrer que j'aime trop ça, que je vis les courses, des fois trop, mais c'est vraiment ma passion. Je crois que j'ai toujours eu, j'étais peut-être plus dans
comment dire, de voir ce qui se passait sur le monde du ski alpin, de connaître les athlètes, de connaître leur personnalité, de voir leur manière de skier, peut-être plus que moi de skier personnellement. Donc, je pense que j'avais ça en moi et je suis hyper content de faire ce métier-là. Après, c'est vrai que dans les choix que j'ai dû faire, j'ai pu être vraiment à temps plein chez Eurosport quand j'étais animateur de Chalet Club. Je le suis moins maintenant. Maintenant, je fais plus qu'une partie du programme. Mais j'aime tous les sports d'hiver, j'ai adoré commenter le ski. Et pendant une période, quand j'étais étudiant, je me permettais vraiment de passer tous mes week-ends de fin novembre à fin mars à Paris, chez Eurosport ou sur les sites de course. Donc là, j'avais vraiment du temps. Et puis cette année, j'ai vraiment décidé de faire le pas aussi, commencer vraiment ma carrière professionnelle. Greenwiz, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu poser quelques conditions. Et moi, mes conditions, c'était de continuer à commenter le ski alpin, à être encore dans ce milieu-là, encore pour quelques années. Donc, j'ai la chance d'avoir une certaine transition. Je peux prendre des jours dans l'hiver. Ils me les accordent. Et c'est super parce que c'est ce qui me fait vibrer. On parlait d'adrénaline. Moi, de commenter les courses, ça me fait vibrer. Franchement, je suis à fond. Je sors de la course, je suis trempé. J'ai vécu le truc à 1000%. Et puis, à côté de ça, je peux quand même avancer professionnellement dans un groupe, effectivement. Greenwiz, c'est une filiale de Carrefour qui vend du bio en ligne au bord du lac d'Annecy. Donc, je suis sur un site génial au bord du lac et dans une entreprise qui a une croissance de 60%. Donc, il y a une dynamique géniale, c'est hyper innovant. Et j'ai en plus la chance de pouvoir développer une filière sport, donc la team Greenwiz Sport. Donc, je suis au contact quand même encore des athlètes et je développe ça et ça me plaît beaucoup. Donc, je pense que j'ai trouvé un équilibre avec une entreprise qui a accepté aussi que je garde encore ma passion pour le ski. Donc, franchement, je suis super chanceux et j'apprécie. Tant mieux, c'est vrai que ça a l'air d'être. Ça a de bien te convenir. On va enchaîner avec Baptiste qui va poser la question Ouais. à propos de. Ouais. C'est ça. Donc, Luc, on sait aussi que dans la suite de ta reconversion, tu as créé ton écurie, du coup. Donc, Luc Alphan Adventure, si je ne me trompe pas. Tu l'avais créé pour le Mans Série et tu as été aussi le pilote, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus et pourquoi ne pas avoir continué, peut-être? Écoutez, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Au début, on est invité, la notoriété permet de tâtonner, d'être invité à droite, à gauche, mais ça marche qu'un temps. Vous êtes invité, vous êtes le people qui vient faire un truc et tout. Et puis même après, comme je le disais au début, vous avez l'impression vraiment de saupoudrer, quoi. Et de faire une chose, mais rien de bien, finalement. Et le seul moyen de progresser, c'est de s'y coller. Et comme j'ai dit, donc on a créé Luc Alphan Aventure, la deuxième saison, donc en 80, j'arrête en 97, mais déjà en 98, je crée ma société, c'est-à-dire pour pouvoir acheter mes véhicules de compétition, les préparer, etc. Et cette société, j'allais dire, de course automobile, hein, c'était simplement le but. Après, on a acheté un terrain, après on a construit un bâtiment, on était basé au Mans, justement, sur le circuit. Et après, on a nos mécaniciens, et après, tu as tes voitures, tes camions, voilà, tous les soucis qui vont avec, et d'une vraie entreprise, parce que sur les 24 heures, une course de 24 heures, on était 60 personnes qui travaillent dans le team. Et par contre, ça, c'est une fierté de l'organiser soi-même et de le faire avec Luc Alphan Aventure. La facilité, ça aurait été d'être pilote payant dans une équipe et de trouver un budget avec des partenaires et d'arriver dans une équipe. Voilà, un baquet, ça coûte combien et on pouvait le faire. Mais après, quand les gens le savent moins, mais j'ai fait 10 fois les 24 heures du Mans comme course, plus le championnat Le Mans Series. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de courses en circuit. Et quand vous baissez le store, et on a toujours fini les 11, j'en ai fait 10, et toujours fini les 24 heures. Et quand vous baissez le rideau le dimanche à 16 heures, quand la course se finit, que vous voyez toutes ces larmes et l'émotion dans les visages des mécanos qui n'ont pas dormi depuis parce que c'est une grosse semaine de course. Voilà, ça c'est une vraie satisfaction d'avoir fait ça soi-même,
et d'être allé jusqu'au bout. C'était un gros morceau. Et en termes de pilotage, les 24 heures, ça reste une course qui est magique à faire parce que ça roule à plus de 300 km/h. C'est une course dangereuse aussi. Et là, je peux vous dire qu'en termes d'adrénaline, il y a bien des moments où je me suis cagué dessus aux 24 heures. Et voilà. Donc, il y avait plein de choses qui marchaient bien. Et là, on va parler de reconversion. Et malheureusement, j'ai eu un accident en 2009, un accident cervical en moto. Et ça, c'était une reconversion pas choisie. Parce que d'abord, bon, j'ai eu un accident grave. Je suis passé vraiment pas loin de la chaise roulante et j'étais luxé en C7. Donc, c'était vraiment juste. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, ça a refait après une autre reconversion, pas choisie, mais après, ça m'a tourné vers la voile, justement. J'ai navigué un petit peu pour voir ce que c'était, parce que pour moi, le dernier bastion, après avoir fait toutes les montagnes du monde presque, beaucoup de déserts dans le monde entier, il ne restait plus que les océans pour traverser et essayer de vivre. Ça m'a plu, c'est assez rustique et c'est difficile la voile. Et puis bon, on n'a pas réussi après à vraiment trouver les partenaires pour s'organiser. Et ça, c'était mon vœu, là, de pouvoir être, j'allais dire autonome et pouvoir choisir ce que tu voulais vraiment faire. Et puis après, la vie faisant que, il y a beaucoup d'obligations à faire parce que moi, peut-être que j'attaque mon 7 ou 8e métier maintenant. Parce que maintenant, j'anime aussi, entre autres, voilà, je vais faire comme Gauthier, mais moi, c'est autour de la déconnade bagnole avec Top Gear. Mais voilà, donc chaque fois, il y a des nouveaux challenges qui sont personnels et puis qui sont sympas à faire. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est important. Pardon, excuse-moi. L'important, c'est d'avoir pu tourner ton accident qui t'est arrivé en quelque chose de positif. Tu as pu te retrouver d'autres activités, la voile, comme tu as pu le mentionner. Donc, et heureusement que tu n'es pas en chaise roulante aujourd'hui. On est content. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur Gauthier. Toi qui fais Greenwiz et Eurosport, tu fais aussi partie d'une association qui s'appelle les Amis des équipes de France. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant de parler de cette association. Déjà dans la dynamique qu'on a, c'est vrai que c'est super. C'est une association qui doit avoir une vingtaine ou une trentaine d'années, qui existe depuis très longtemps et qui peut permettre effectivement à tous les athlètes de sport d'hiver finalement d'obtenir une bourse pour un projet scolaire, un projet de reconversion. Et donc voilà, on est une commission d'athlètes de tout sport, de toute génération aussi, hein. On a des plus vieilles générations, c'est très sympa. Et on se retrouve voilà, autour d'une table pour aider, pour accompagner des étudiants, des athlètes comme vous qui ont besoin d'un petit coup de pouce parce que c'est vrai que les études coûtent cher et nous, on a la chance vraiment d'avoir un fonds et de pouvoir le dépenser de manière intelligente sur des athlètes, sur des profils de personnes qui le méritent. Donc voilà, je trouve que c'est une belle initiative et on aide une dizaine d'athlètes chaque année voilà, dans leur démarche de reconversion. Et je trouve que c'est une des belles choses de tout ce système parce que le reste est encore pas très bien organisé, même s'il y a du mieux quand même aujourd'hui, je trouve, en termes d'accompagnement pour avoir une scolarité. Je connais quelques athlètes qui sont encore en très haut niveau et qui peuvent aussi avancer scolairement grâce à Internet aussi, parce que de notre temps, avec tout chaud, il n'y avait encore pas, l'Internet. Aujourd'hui, je vois une athlète comme Marielle Berger qui fait du ski cross, qui est 4e mondiale, qui continue toujours sa carrière et qui est quand même étudiante d'une école de commerce. Dès qu'elle a un moment, elle se connecte, elle avance et elle va être diplômée là en juin. Et voilà, je trouve que c'est remarquable et c'est bien qu'une association au sein de la Fédération française de ski puisse aider ces beaux projets. Ok. Ouais, c'est sûr que c'est vachement intéressant de s'inspirer peut-être un petit peu de son parcours et donc des difficultés que vous avez vous, que ce soit Luc ou que ce soit toi Gauthier, donc pour arriver à cette transformation et à ses études, c'est sûr. Mais donc pour repasser un petit peu donc à Luc, et donc tout à l'heure tu nous parlais de Top Gear. C'est vrai qu'aussi en même temps, là, cette année, tu as été promu directeur de course de Silkway Rally, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est vrai que tu ne t'arrêtes pas, du coup. Qu'est-ce qui te pousse peut-être, ce qui te pousse vers de nouveaux challenges? C'est donc les opportunités, peut-être comme tu nous parlais tout à l'heure, peut-être d'autres choses?
Oui, Dis-nous il y a tout. il y a les opportunités, c'est sûr, mais je pense être à un moment de ma carrière où je suis pas obligé et j'ai encore le choix de la liberté de choisir. Et je suis encore d'ailleurs plutôt mes passions. Euh, voilà, parce que moi, le rallye raid, j'ai continué à faire des essais après mon accident, mais au niveau des courses, c'était carrément difficile, voire impossible. Donc, je reste au contact, comme je le fais avec le ski, en commentant donc le Dakar avec France Télévisions et en restant proche donc des courses et de l'évolution et de tous les pilotes, etc. Et, euh, et maintenant, bon, je travaillais donc déjà sur le Silk Way Rally, donc qui est la route de la soie, où voilà, c'est Russie, Kazakhstan, Chine ou Mongolie, etc. Et je suis passé de sport advisor, donc voilà, de conseiller sportif, à directeur sportif cette année. Ouais, voilà, j'ai pris du cran et, je, et je me colle pas mal aussi de réunions en russe, si vous voulez. Et bon, c'est une année compliquée pour organiser avec le Covid. Voilà, le rallye aura lieu, il est au mois de juillet. Et donc, quand on passe directeur après d'une épreuve, c'est sûr que c'est beaucoup de travail et aussi beaucoup de responsabilités. Mais encore une fois, elles sont dans un milieu où qu'on connaît, parce que quand même, si on veut être efficace, il faut quand même essayer d'être le plus au fait possible de ce qui se fait, etc. Et d'être bien. Donc, on peut accepter des missions si on sait qu'on peut les mener à peu près bien. Je n'ai pas dit que ce serait le meilleur, mais en plus, je suis assez proche de David Castera, qui lui est le directeur du Dakar, donc on peut échanger et ça me permet aussi de progresser. Et puis pour moi, en termes j'allais dire, il y a des cycles. Alors je pensais que les cycles étaient de 10 ans au début. On pouvait faire 10-15 ans de ski, 10 ans de voiture, etc. Et ça, c'est important pour vous, les jeunes. Je pense que dans le monde moderne maintenant, il y a beaucoup de mobilité et beaucoup de changements de métier. Peut-être qu'avant, on rentrait dans un métier, on rentrait à 20 ans et on le finissait à la retraite. Et je pense que maintenant, d'avoir une certaine flexibilité, une mobilité, c'est quelque chose qui est assez important. Sans faire ce que j'ai dit un peu tout à l'heure dans l'automobile, il ne faut pas saupoudrer à chaque fois. À chaque fois, il faut essayer de se donner les moyens de le faire le mieux possible. Et je veux redire un petit mot. Je suis aussi donc dans l'association des Amis du Ski. Alors malheureusement, j'ai moins de temps pour participer, mais c'est vrai que il y a beaucoup de coureurs, même encore actuels de l'équipe de France, qui devraient suivre ou nous suivre ou venir avec, voilà, j'allais dire tous les anciens skieurs français ou pour que les fonds soient plus importants, justement, pour qu'on puisse aider les jeunes qui en ont besoin. D'accord. Et je vais rebondir sur le fait que tu disais que tu ne savais pas parler russe, mais moi je sais que tu sais notamment parler 5 langues, ce qui est très impressionnant. C'est une légende. Oui. Lou, je bricole. Alors ici en suédois à la maison, ça parle suédois. Donc la langue maintenant anglais, donc tout le monde utilise. Donc on pourrait dire anglais, suédois. Je bricole en italien. Et par contre maintenant j'habite en Andorre, donc je fais un peu de catalan. Et je suis limite. Alors j'essaye de pas apprendre l'espagnol et de rester sur le catalan, mais c'est pas facile. Ouais. Donc après oui, on se débrouille. Et je pense et là encore une fois, c'est un conseil pour les jeunes. Vous allez faire vos études, vous allez sortir de là, mais ce qui va finalement rester, si on veut voyager et communiquer, c'est les langues. Donc les langues, oui, c'est important pour votre avenir et voilà, pouvoir échanger et travailler. Oui, effectivement. Toi, Luc, j'ai une question. Si tu pouvais donner un conseil au Gauthier de Tessières qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais exactement? Gauthier, c'est C'est comme à mes vachement bien. gamins. C'est comme à mes gamins. Bordel, Gauthier, qu'est-ce que tu fous? Ouais, Entraîne-toi, sois pro. Là, je te vois devant ta télé, sur ton canapé. Donc, à faire la bringue. Ouais, voilà. J'ai fait aussi la bringue. Donc, tu sais, quand on finit, Lou, la question, elle est super parce que Excellente. moi, je suis après mes gamins et je les vois allongés, ça me rend fou. J'aimerais qu'ils s'entraînent 24-24, qu'ils soient hyper pro, à bosser sur leur matos, sur leur machin, sur leur programme, sur leur diététique, sur tellement de choses. Moi, je ne vis pas ça par procuration, mais tu vois, à Gauthier, j'ai dit, si tu y arrives un jour, pourquoi tu n'y es pas arrivé avant? Et ce que moi, je peux me reprocher aussi à moi-même, c'est tellement compliqué. Tout à l'heure, tu l'as dit, Gauthier, c'est une alchimie de tellement de choses le jour d'une réussite, que ce soit le matos, la technique, le coach, l'environnement, ta santé, ta confiance, que c'est hyper compliqué à mettre en place.
Donc oui, donner des conseils. Gauthier, moi j'aurais été avec la pelle au bord de la piste là. Et ça aurait Nom de marché. bleu, mais Et ça attaque. aurait marché. Je sais pas, Gauthier, si je suis vraiment un bon coach ou pédagogue. Je connais la course déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Mais moi j'aimerais bien rebondir un peu sur ce qu'a dit Lucho. C'est super intéressant. Alors bravo pour ta question, Lou. Elle est excellente. Et qu'est-ce que j'aimerais retourner dans le passé et que Lucho me mette des grands coups de pelle pour que je me bouge les fesses. Je pense qu'on n'est pas tous programmés pour être des Alexis Pinturo. Et d'ailleurs, je me suis fait cette réflexion quand j'avais 28-29 ans, quand vraiment j'étais dans mes meilleures saisons et que Alexis débarquait, hein, il avait 18 ans. Et je me suis dit, c'est incroyable déjà le talent qu'il a, mais surtout cette intelligence dans son fonctionnement, ce côté professionnel. Et moi, j'avais mis 10 ans à le mettre en place. Et en fait, c'est ça la formule qui marche dans le sport. On a beau te le répéter 10 fois, si tu n'arrives pas à intégrer qu'aujourd'hui, pour être un champion dans n'importe quel sport, il faut vraiment être très bien structuré, il faut être professionnel dans tout son fonctionnement, que ce soit dans le quotidien, dans la nutrition, dans l'intelligence, dans la réflexion, dans l'environnement qu'on peut avoir, dans les gens qui sont autour de nous. Il faut faire des choix, peut-être pas extrêmes, on va dire, comme peut être un Alexis Pinturo, un Marcel Hirscher, à vraiment être dans une bulle complètement. Je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Mais vraiment être extrêmement professionnel parce que les années passent vite et malheureusement, on n'a pas toujours 20 ans. Et il y a un moment, une fois que le train est passé, des fois, on ne le récupère jamais. Donc, il n'y a pas de formule magique, mais quand même, c'est vrai qu'à 20 ans, ça mériterait de se faire un petit peu secouer et de prendre conscience. C'est une certaine intelligence aussi, hein. Moi, je dis souvent que je n'ai pas été intelligent à 20 ans, que je l'ai été beaucoup plus après avoir tapé dans les murs. J'adorerais avoir cet état d'esprit-là et d'avoir 20 ans aujourd'hui parce que je pense que ma carrière serait différente. Mais voilà, c'est un moment important et il faut être entouré des bonnes personnes. Alors, est-ce que Luc, tu es le meilleur pédagogue pour tes enfants? Je pense que c'est la question que tu te poses. Je n'ai pas la réponse d'ailleurs du tout, mais qui est le meilleur pédagogue pour un athlète? C'est pas toujours simple. Moi, j'ai eu la chance à 28 ans, 27, 28 ans, de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont aidé à structurer et à devenir plus intelligent. C'est ce qui a fait que j'ai réussi et j'aurais aimé peut-être rencontrer ces gens-là à 20 ans. Ah, exactement. Et Gauthier, je vais revenir sur un truc. Je pense qu'une des qualités d'un sportif de haut niveau, c'est la curiosité. Il faut être curieux. Il faut poser les questions. Et le partage de connaissances, il est super important. Il faut être une éponge à questions, une éponge de savoir. Et souvent, les jeunes, ils s'enferment dans un fonctionnement, ils se bloquent avec un coach. Et après le courant passe plus. Alors que tu es dans des générations à 16 ans, à 15 ans, qu'importe l'âge d'ailleurs. Il faut être curieux, il faut essayer tout le temps de se remettre en question. Et c'est vrai qu'il faut être intelligent. Après, il faut avoir une autre sorte d'intelligence pour essayer de prendre ce qui est bon pour toi chez un, prendre ce qui est bon pour toi chez l'autre, etc. Et ça, tu te rends compte qu'il faut quand même pas mal d'expérience pour arriver à… Gauthier, Baptiste et Luc. Qui c'est qui parle avec le chat là? Hein? Il y a le chat qui… Miaou. Vous pouvez vous couper le micro, s'il vous plaît? Il a faim, le chat. Monsieur, là, il ne faut pas faire souffrir. Mais ça tombe bien, j'ai les croquettes. Je suis à côté des chats. Gauthier, on va avoir une dernière question pour vous deux, vu que Luc, tu as déjà répondu à la question globalement. Toi, Gauthier, qui a des enfants plutôt jeunes, est-ce que tu aimerais pour eux qu'ils deviennent des sportifs de haut niveau? Est-ce que tu aimerais qu'ils aient le même parcours que toi? Et est-ce que tu vas, comme tu dirais, avoir aimé avoir des coups de pied aux fesses, leur mettre des coups de pied aux fesses aussi? C'est une question difficile et j'ai pas vraiment la réponse en fait encore aujourd'hui parce qu'ils sont tout petits. Parce que j'ai une réflexion aussi de me dire, je vois les enfants de Lucho, je me dis tiens, est-ce que c'est simple d'être le fils de Luc Alphand? Déjà, c'est pas simple, Bon, moi je suis moins connu, moins populaire, mais je me dis que c'est quand même jamais simple d'être une autre génération et de devoir faire aussi bien, voire mieux. Donc
Je suis pas sûr que je les pousserai à 100% vers le sport de haut niveau. Je pense que j'aurai le même comportement que mes parents. Bon, je connais plus le haut niveau, donc je serais plus apte à les conseiller, mais je leur laisserai vraiment beaucoup de liberté et je leur donnerai les moyens, s'ils veulent le faire, évidemment, de faire du sport de haut niveau. Après, sur le ski, euh, pour les garçons, pas de problème. Pour les filles, je trouve que c'est dur. C'est un sport très difficile. Déjà que chez les garçons, il faut jouer des coudes. C'est une carrière compliquée avec les blessures, avec tout ça. Moi, ma petite fille, je ne sais pas si je la pousserais tant que ça vers le ski alpin. Franchement, si elle avait deux sports, je lui ferais faire un sport un petit peu moins dangereux. Voilà. C'est sûr. Oui, mais tu vois, Gauthier, ouais, moi, il se trouve que, tu vois, mais j'ai les trois. Les trois, ils ont passé le cut, ils sont déjà en équipe de France, quasiment en Coupe du Monde. Oui, et pour Estelle, oui. Et même pour Niels et Sam qui commencent. Mais tu vois, je leur ai donné les outils et je pense l'envie, mais j'espère qu'ils font, pas, tu vois, au fond d'eux-mêmes, qu'ils font ça quand même pour eux et la passion qu'ils ont de le faire. On leur a toujours aidé, si tu veux, pousser, mais pousser, je sais pas. Après, leur mettre des tartes dans la gueule, maintenant, ils font 95 kilos. Je pense elle va revenir assez vite. Là. Mais, mais c'est vrai que c'est peut-être pas facile quelquefois d'être dans les traces, tu vois, d'un père ouais, qui peut-être. Mais je pense ils ont fait un bout de route déjà par eux-mêmes, ce qui est déjà super bien d'être arrivé au niveau où ils sont. Et la réussite, c'est pas la super obligation. Ce serait bien pour eux, parce que on revient à la question du début. Si un jour ils arrivent à toucher le sommet de leur sport, ce serait déjà top. Je pense qu'il y a une réflexion de réussite tout court, finalement, que ce soit dans le sport, mais dans la vie en général. On, Moi, je pense que le sport, c'est une super école, mais que c'est pas facile de passer le cut, de passer vraiment, on va dire, dans la sphère des champions ou des légendes. C'est pas simple. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est pas le ski alpin est pas un sport très rémunérateur, sauf si vraiment on commence à beaucoup gagner, évidemment. Donc, je pense que moi, quoi qu'il arrive dans cette réflexion, je ferai le maximum pour qu'ils réussissent leur vie. Donc, si ça passe par un double projet, un projet sportif, un projet scolaire, bah, je pousserai à fond pour le projet scolaire. Et puis après, le projet sportif, eh ben, ça marche pas. Mais il faut quand même avoir plusieurs options dans la vie. On ne pourra pas tous être champion olympique, champion du monde, gagner notre vie comme a pu avoir Lucho, ou comme peut le faire un Alexis Pinturo, un Martin Fourcade. Là, oui, ce sont des athlètes qui sont, on va dire, un peu plus à l'abri parce qu'ils ont beaucoup gagné et derrière, ils peuvent vivre de ça. Mais pour ces athlètes qui vont être un peu plus d'un niveau intermédiaire et qui n'ont pas de, de retombées financières, économiques, si derrière on n'a pas fait d'études, si on n'a pas de projet, la vie peut vraiment être compliquée et on peut regretter d'avoir passé 15 ans dans le sport de haut niveau. Donc, je pense qu'il faut toujours garder un double projet. Et moi, c'est ma philosophie en tout cas. Si aujourd'hui je pouvais conseiller un athlète de 20 ans, je lui dirais oui, le sport, ok, mais garde toujours une fibre aussi scolaire ou au moins un projet pour la suite. Parce que le lendemain, quand on décide de ranger ses skis ou enfin, d'arrêter son sport, la chute, elle est assez violente. Donc, il faut être préparé à ça. C'est sûr, ouais, donc voilà. Donc on est reparti un petit peu sur le fait donc, de vouloir toujours toucher le sommet, donc toujours avoir une solution de secours. Je pense que nous aussi, c'est ce qu'on a. C'est pour ça peut-être aussi on est dans la branche ski études. Mais voilà. En tout cas, donc, je pense qu'au niveau de nos questions à nous, on a terminé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. On va peut-être attendre un petit peu savoir s'il y a des questions dans le chat. Je crois qu'il y en a quelques-unes déjà qui sont arrivées pour pouvoir y répondre donc pour les deux ou comme. En tout cas, merci beaucoup d'avoir très très bien répondu à nos questions. La conclusion sur les enfants, c'était très très intéressant pour ma part. Et puis, on attend vos questions, les téléspectateurs. Si. Et voilà. Tac, je crois qu'on a déjà quelques-unes qui sont arrivées. On va regarder ça. Hop là. On a déjà Théo Munier qui nous demande donc pour vous deux, messieurs, lors de votre reconversion, donc le chemin de coach avec votre expérience, ne vous a-t-il pas attiré, peut-être? Ah, excellente question. Vas-y, Alors, vas-y. je réponds en premier. Moi, ça a été presque
c'était une histoire de timing et de temps. Si on coach, il faut, encore une fois, on vient de le dire depuis le début, il faut essayer de le faire comme il faut. Et coach en ski alpin, c'est 8 à 9 mois de l'année impliqué. Et moi, j'étais parti dans une autre chose, mais je ne dis pas que ça ne m'a pas botté. Alors, j'ai partagé les premières années. Pendant 5 ou 6 ans, j'ai fait 1 à 2 semaines avec les descendeurs en équipe de France. Donc, et j'ai vu les premières victoires d'Antoine Deneria. Je me mettais au bord de la piste et j'essayais de partager avec eux un petit peu. Mais ce n'était pas vraiment du coaching, c'était plutôt, je venais ici en supporter, mais je faisais quand même le boulot de coach sur la piste. Mais peut-être que ça m'aurait plu. Mais après, c'était vraiment, moi j'étais parti sur vraiment autre chose et compliqué. C'est sûr, ouais, du coup. Ouais. Et pour toi, du coup, Gauthier, c'est peut-être venu dans l'idée ou pas du tout? Ouais, oui, ça m'est venu dans l'idée. Moi aussi, j'ai arrêté le ski pour avoir une vie un peu plus normale. Je trouvais que c'était super d'avoir fait 15 années, de voyager, de vivre avec les copains, d'aller dans tous les pays du monde, de faire des courses, d'avoir une piste fermée pour soi, c'était déjà exceptionnel. Aujourd'hui, d'être coach, voilà, cette vie-là, de repartir 8-9 mois de l'année, de pas forcément avoir une vie de famille très stable, moi, voilà, je voulais vraiment pas ça. Sinon, en soi, le métier de coach, si j'avais cette fibre-là, j'aurais adoré. Ouais. C'est passionnant. Je me suis remis sur le bord d'une piste pour une Coupe du Monde. C'est génial. C'est franchement génial d'être sur le bord d'une piste. Donc moi, ça me passionne. Mais voilà, j'ai la chance d'être derrière la télé et je trouve que déjà que c'est super. Non, Donc voilà, on peut pas tout avoir. c'est sûr, c'est une approche différente, mais qui apporte peut-être les mêmes sensations, donc, ou différentes plutôt. Voilà. Alors après, on a Dylan Dompnier qui nous demande, alors comment avez-vous fait pour allier sport et vie de famille? C'est une excellente question. Par contre, je suis content parce qu'il y a quand même pas mal de noms de skieurs là. Hein. Il y a quand même du Dompnier. Non, moi en fait, j'ai presque menti à ma femme le jour où j'ai arrêté. J'ai dit voilà, je vais rentrer un peu plus, ça va être mieux, tu verras, etc. Et puis moi, j'ai menti. En fait, je m'en suis rendu compte après, mais je suis reparti de plus belle et aussi et encore 6 à 8 mois par an. Donc c'est quand même compliqué. Mais je pense, Gauthier l'a dit aussi un petit peu à un moment. Il y a une certaine, quand on crée une famille, et moi je courais encore quand mes enfants sont nés, ça crée une certaine stabilité et ça permet d'avoir au moins un endroit quand tu n'es plus sur les pistes ou en entraînement, de rentrer et te poser et d'avoir une cellule qui n'est pas dédiée au sport et où ça te met la tête ailleurs. Donc oui, créer une famille, mais c'est compliqué. Moi, je ne suis pas l'exemple du meilleur papa. Hein. Je pars beaucoup et c'est compliqué. Et quand je rentre, j'essaye de partager, ou en tout cas, j'essayais à l'époque. Maintenant, ils sont autonomes. Mais ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Moi, pour mon cas, voilà, j'avais fait ce choix-là. Ma femme, j'ai rencontré ma femme quand j'étais skieur, donc elle n'est pas française. Elle venait tout juste d'arriver en France, donc moi, si je repartais, bah, elle rentrait chez elle. Donc, j'ai pas eu vraiment le choix. Et de toute façon, c'était mon souhait d'avoir une famille. J'avais 32 ans, 33 ans. Donc, il y a des moments pour tout, et je voulais pas que ça soit trop tard non plus. Donc, voilà, moi, je suis content de rentrer le soir chez moi et d'être en famille. Ah, c'est sûr. La famille, c'est quand même quelque chose de très important pour tout, je pense, même pour nous. Enfin, on différemment avec nos parents, mais c'est sûr que c'est un cocon qu'on apprécie toujours. Ensuite, on a une question de Alexis B. Alors, question pour Gauthier et Luc. Quand savons-nous si c'est le bon moment pour arrêter sa carrière, quel que soit le niveau dans lequel on évolue? Non, mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que soit le niveau? Il faut un moment où, quand tu ranges tes skis ou tu arrêtes ta carrière quelconque, il faut pouvoir te retourner et te poser la première des questions, c'est voilà, qu'est-ce que je regrette? Et si c'est vraiment un moment où tu te dis non, j'ai regretté ça, et il faut peut-être encore essayer alors. Après, tu peux te faire, comme l'a dit aussi, tu peux te faire virer, tu peux ne plus avoir le niveau, tu peux être blessé, et ça, c'est, je pense, le pire. Arrêter blessé et d'être obligé d'arrêter ton sport sur une frustration extrême. Donc moi, j'ai eu la chance, mais l'autre chance, c'est de pouvoir choisir et en ayant gagné.
Donc tu pars, tu peux pas partir mieux. Et après, il y a plein d'autres choix. Donc, mais je pense que la question de se retourner sur ce que je suis en train de faire et ce que je le fais, je pense que celle-là, elle est importante. Est-ce que je regrette quelque chose au moment où je le fais? Merci. Bah, Allez. ouais, non, mais je rebondis, c'est vraiment la même chose. Aller vraiment au bout de son potentiel, c'est souvent c'est la philosophie aussi de pas mal de coachs de se dire d'aller au bout du potentiel de l'athlète. Je pense qu'une fois qu'on est vraiment allé au bout et qu'on se dit qu'on ne peut pas faire mieux, je pense que ça peut être le bon moment. Après, on peut avoir des carrières à rallonge. En ski alpin, voilà, il y a eu Johan Claret, il y a Jean-Marc Gaillard en ski de fond. Il y a des bons exemples de carrières qui durent, un petit peu à la Federer aussi. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mais quand on aime trop ça, quand on peut pas, on voit pas autre chose, quand on n'arrive pas à se projeter dans une autre vie, bah, je trouve que c'est génial. Tant mieux pour eux s'ils peuvent aller jusqu'au bout, au bout. Il y a d'autres exemples qui sont un peu moins bien. Je trouve que voilà, il y en a qui ont poussé trop loin et qui ont fini peut-être pas forcément sur la meilleure note. Mais un parcours à la Johan Claret, bah, on peut le rêver, mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'il faut quand même choisir le bon moment et pas faire la saison de trop, parce que c'est vrai que là derrière c'est toujours un petit peu triste derrière. C'est sûr. Et donc, en parlant d'arrêt de carrière, là, on a une question fantasy donc, de Arthur Munier qui nous disait donc un retour de Marcel Hirscher vous ferait-il rêver éventuellement? Oh, Bah oui, et, je sais pas. oui, non, 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 mais Gauthier, je suis comme toi. Moi, je Ah dis ben, oui, gros kiff. oui, mais là, deux saisons, et le train, il s'est pas arrêté, hein. Et Marcel, il a touché à plein d'autres choses. Et bien sûr qu'il serait performant, mais est-ce qu'il sera encore devant? Parce que je peux vous dire que chaque hiver, ça va vite, hein. Donc, une saison, tu peux lâcher le morceau, deux, et après, ça devient compliqué. Moi, franchement, j'adorerais. J'aime Ah, trop cet athlète. ouais. Il est déjà, j'ai pu le côtoyer. Je trouve que c'est un mec hors norme. Il est hyper sympa. Il est hyper pro. Il est intelligent. Il a vraiment tout. C'est très énervant. Mais j'adorerais le revoir finalement parce que moi, j'adore le spectacle. J'adore des skieurs comme Buddy Miller. J'adore Marcel Hirscher. Ils sont là vraiment pour faire des trucs assez incroyables et on en a besoin dans nos sports. Il faut des champions comme ça qui portent notre sport, qui puissent sortir un petit peu de la sphère purement de la discipline. Donc Marcel Hirscher, bah, c'est une des grosses légendes de ce sport. Et d'ailleurs, j'avais essayé de faire courir une rumeur sur Eurosport. J'ai essayé petit à petit. Ça a pas pris, mais, euh, mais j'essayais voilà, de dire il va revenir, j'en suis sûr. Bref, voilà. Mais en fait, c'était que du fake. D'accord. Alors, on va juste enchaîner avec la toute dernière. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Et après, ce sera tout bon. Alors, de Greg Bilic, quand nous avons bonjour, je n'ai pas pu écouter le début, mais pour faire suivre la question, qu'en est-il de la suite, qu'en est-il à la suite d'une blessure et le choix de quoi faire? Ou est-ce que vous avez été accompagné après une blessure, en gros? Des blessures, oui, on en a connu, hein. Bon, moi, j'ai dû passer 6 fois sur le billard là, sur mes 13 ans de carrière. La blessure, à l'instant T, tu passes dans une machine à laver. Là, tu tombes, tu te relèves ou tu te relèves pas. Et là, tu sais que tu vas y aller, quoi. Et tout s'écroule, bien sûr. Psychologiquement, c'est super dur. Tu es évacué, tu es rapatrié. Et un jour ou deux après, bah, tu te retrouves opéré ou sur une salle de billard, etc. Et là, je peux te dire qu'il y a des moments psychologiques qui sont super durs parce qu'en fait, vous pensez tous que on est entouré, etc. Et dans ces moments-là, à l'instant T, non. Non, et tu te retrouves seul à Lyon dans un pieu d'hosto. Le temps que ta famille réagisse et que vienne te voir, etc., un pote ou deux, c'est vite 2-3 jours. Mais ces 2-3 premiers jours, ils sont super compliqués parce que ça peut laisser des marques. Euh, Après, on est tous différents dans la réaction. Est-ce qu'on se reconstruit plus facilement? Est-ce qu'on peut partir? Est-ce qu'on peut… Et après, j'allais dire que dans l'équipe de France, parce que pour parler de ce qu'on connaît, hein, sur l'équipe de France, on est bien organisé en termes j'allais dire, de chirurgiens, de rééducation, etc. Le médical est très bien organisé.
Donc ça, c'est une partie déjà qui est super bien prise en charge. Après, tu as une deuxième psychologique où, voilà, et pour se reconstruire, ça peut être compliqué. Et il n'y a pas vraiment de chemin ou de gens ou de psychologues qui appartiennent à la fédération pour venir, et voilà, etc. Et après, c'est à toi seul, justement, de te refaire une santé physique et aussi une santé morale. Et là, on en revient à ce qu'on disait au début sur les parents, sur le noyau familial, et c'est celui sur lequel tu es pratiquement obligé de te reposer pour repartir. Et après, oui, tu peux être assisté, mais je pense que c'est plutôt extérieur et c'est à toi de faire la démarche en tant qu'athlète, d'aller chercher quelqu'un qui puisse t'aider sur le plan mental. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, et Gauthier l'avait rappelé aussi, ça forge. Ça forge son homme, ça forge le moral, ça forge voilà, ta résistance au mal et ton envie peut-être aussi de te dépasser encore mieux ou d'être encore mieux préparé pour pas te blesser connement, parce que ça arrive aussi. Tu peux avoir été blessé parce que tu as fait des conneries et à celles-là, il faut éviter de les refaire. C'est important en fait enfin non, c'est pas important, mais c'est parfois indispensable de toucher le fond, je pense, mais dans la vie en général, il y a des moments, c'est bien d'aller toucher le fond aussi pour se rendre compte que là où on était avant, bah, c'était assez génial. Les blessures dans le ski, pour beaucoup d'athlètes, je trouve que c'est une étape intéressante qui permet de vraiment faire un point, une vraie prise de conscience sur la chance qu'on a, sur le potentiel qu'on a, sur les rêves qu'on a envie d'accomplir. Donc, ces moments de blessure qui sont extrêmes, franchement, je suis assez d'accord avec toute chose, c'est horrible. Moi, je me souviens vraiment, j'ai des souvenirs terribles, même de mes parents qui me disaient, mais t'es sûr que tu veux recontinuer? Donc, on se pose beaucoup de questions, mais on devient super fort. Je pense que la majorité des athlètes, ça les rend beaucoup plus forts. Il y en a qui sont trop faibles et qui vont vraiment se dire bah, c'est pas pour moi, ils vont passer à autre chose. Mais ceux qui ont cette énergie-là de remonter, derrière, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus mûrs. Et c'est des fois après une grosse blessure qu'une vraie carrière commence. Donc je pense que le ski alpin, bah, c'est un très bon exemple finalement qu'on peut se retrouver vraiment au fond du trou dans des cas quasiment impossible de revenir et puis finalement on peut revenir au meilleur niveau, même encore mieux. Donc c'est important ces blessures, c'est important d'avoir ce noyau dur effectivement. La préparation mentale ça peut être quelque chose, mais je pense surtout c'est de s'appuyer, que ce soit sur de la famille ou sur un mentor ou sur un coach ou sur un pote, mais voilà, d'avoir quand même quelqu'un autour de soi et de se dire toujours que c'est une étape qui va nous permettre de rebondir. Ben voilà, super. Donc, on va finir sur des superbes paroles comme ça de vous deux, messieurs. On voulait vous remercier en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pu participer à cette conférence et répondre à nos questions. Apparemment, les gens dans le chat ont l'air d'être assez contents aussi donc, du sujet évoqué. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore merci et bonne continuation pour la suite. Et en espérant peut-être vous retrouver, pourquoi pas, pour une autre conférence et une évolution de tout ça, qui sait. Exact. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et vraiment pour tout ce que vous nous avez dit, il y a tellement de choses. Je pense qu'on a bien fait d'enregistrer pour réécouter ce que vous avez dit. C'était génial. Merci beaucoup. Vous avez été super. Vraiment. Non, ben alors écoutez, la bise à tous et soyez bons. Hein. Bon, et Gauthier, on se revoit assez vite. Hein. Nous, on a les Jeux l'année prochaine, donc on a les Jeux à Pékin. On a les Jeux à Pékin si tout va bien. Exact. Ouais, on croise les doigts. Ouais, non, mais hâte de te retrouver, Lucio. Et je repense juste, effectivement, et que tu parlais de Cortina, c'était tellement génial. Il n'y avait pas de public, mais il y avait quand même, on était tous les deux en bas dans l'aire d'arrivée quand Mathieu Febvre fait sa médaille d'or. Je pense qu'on est deux à crier, la médaille de Tessa, tout ça. Donc c'est vrai, j'espère qu'on va vite revivre ces bons moments. Et puis franchement, merci à tous. Merci d'avoir participé. Merci à Lou, merci Baptiste, franchement, d'avoir organisé C'est un bon moment aussi pour nous de faire le point comme ça. Moi, je suis content aussi de transmettre certaines choses et continuer dans vos projets. C'est super. C'est la bonne voie. C'est super. Bon. Et ben, on était très, très heureux de vous avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut à tous. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Et puis voilà.